Bienvenue sur le podcast TB Maestro, société de conseil en gestion d'actifs physiques. Bonjour Claire. Bonjour Perrine. Claire, vous êtes la directrice générale de la société TB Maestro depuis sa création, après avoir exercé 5 ans en Suisse dans le domaine de l'asset management. La thématique du jour concerne l'exode urbain dont tout le monde parle depuis que la crise Covid-19 s'est installée. Alors mythe ou réalité, c'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Tout à fait. Pour commencer, Claire, est-ce que les Français ont vraiment des envies d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais c'est vrai que sondage après sondage, on a pu constater que le désir d'ailleurs des Français a progressé. Et dès la fin du premier confinement en juin 2020, les avis exprimés allaient majoritairement dans le sens d'une volonté notamment des Parisiens de quitter Paris. Il y a cependant toujours un gap, on le sait, entre des désirs exprimés et la concrétisation de projets de déménagement qui concerne surtout une certaine catégorie de population privilégiée, car beaucoup de Français font bien sûr le choix alimentaire de conserver leur emploi et donc nécessairement de rester à proximité des métropoles. Ce qui est nouveau par contre, c'est plus la projection de conserver son emploi tout en se délocalisant, notamment grâce à l'essor du télétravail. Et ce qui est intéressant également, c'est l'intérêt accru pour les campagnes. Et en effet, ça se vérifie en matière de hausse tarifaire avec des zones rurales qui ont enregistré une très forte progression. Quoi qu'il en soit, oui, les Français aspirent à améliorer leur cadre de vie. D'accord, et j'imagine qu'il y a des zones françaises plus attractives que d'autres ? Oui, bien sûr. Alors, la côte atlantique s'avère très attractive, mais là encore, c'est pas un phénomène qui est nouveau pour des stations qui sont prisées comme Biarritz ou La Baule, où la spéculation immobilière est présente déjà depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que depuis le début de la crise, on a observé une hausse des prix soutenus, notamment en Loire-Atlantique et en Bretagne, même si les prix y restent bien sûr toujours accessibles. Le développement du télétravail incite vraiment les jeunes actifs notamment à questionner leurs conditions, leurs lieux, leur mode de vie. Et il ressort de plusieurs sondages d'ailleurs que des villes comme Chartres, Joigny, Limoges, Moulins ou Poitiers, mais aussi des départements entiers comme l'Ain, l'Eure, la Somme ou Lyon seraient de nouveau attractifs. Et ça se traduit vraiment par une activité soutenue sur le front de l'immobilier, donc avec une hausse bien sûr des volumes de transactions, mais aussi des prix de vente bien évidemment dans ces zones. Et c'est là qu'on constate aussi que ce sont les territoires périurbains ou les campagnes les mieux connectées aux zones d'emploi qui attirent le plus. Et c'est aussi le cas bien sûr des zones rurales qui sont à proximité de la mer ou de parcs naturels attractifs. Merci Claire pour ces précisions. Et nous observons le discours quasi prophétique des agents immobiliers qui va effectivement dans le sens d'un mouvement. Mais pouvons-nous pour autant parler aujourd'hui d'exode urbain ? Alors personne n'a clairement la réponse à cette question aujourd'hui. Sur le terrain, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de vagues massives de déménagement dans des petites agglomérations autour de Bordeaux Métropole ou du Grand Lyon, par exemple. Mais les citadins ont des envies de nature en ville, sans pour autant forcément se mettre complètement au vert. En tous les cas, c'est vraiment un phénomène auquel les élus des villes moyennes aspirent depuis longtemps. On le sait, certaines villes moyennes sont confrontées à la paupérisation et au vieillissement de leur population. Et ce déclin démographique est parfois et souvent même synonyme de fermeture de classes, voire de commerce, et avec des entreprises qui sont confrontées vraiment à des difficultés de recrutement. Donc c'est pour cela d'ailleurs que les maires des villes moyennes s'échinent déjà depuis plusieurs années à défendre les intérêts et à renforcer l'attractivité de leur centre-ville. Donc l'exode urbain reste donc aujourd'hui vraiment une équation à plusieurs inconnus qui est très difficile à apprécier à sa juste valeur tant les questions demeurent nombreuses. Cependant, il existe un mouvement, on le sait, les citadins ont vraiment envie pour la plupart d'un autre mode de vie et ça se traduit surtout aujourd'hui par des mouvements infrarégionaux. Donc c'est le cas en Île-de-France où les communes de première et deuxième couronne sont très attractives pour des Parisiens qui sont bien sûr à la recherche de logements plus grands, mais aussi d'un environnement moins stressant et puis avec la possibilité bien sûr de télétravailler. Quant à un réel exode urbain, il ne faut pas oublier finalement que les grandes agglomérations concentrent les offres d'emploi, l'offre de soins ou encore la vitalité culturelle qui sont recherchées et qui le seront dans le futur. Mais on constate quand même que le regard des habitants des grandes villes sur des territoires qui étaient encore considérés il y a peu de temps comme en déshérence s'est vraiment transformé. Mais alors, est-ce la fin de la métropolisation ? Alors c'est vrai que depuis le début de l'année 2021, chaque semaine, on voit fleurir de multitudes d'études, d'associations d'élus ou d'instituts de sondage ou encore de réseaux d'agents immobiliers qui prédisent une démétropolisation. C'est vrai que finalement, l'Observatoire des dynamiques démographiques sur un temps long montre que les espaces ruraux se repeuplent déjà depuis le début des années 2000. Et ça participe d'ailleurs à la revitalisation des campagnes, mais sans nécessairement affaiblir les villes pour autant. Donc une France moins urbaine et répartie de manière plus homogène, en réalité, ça a déjà existé. Et ça correspond à la France de la fin du 19e siècle, au tout début de la révolution industrielle. À ce moment-là, la population française était vraiment répartie de manière beaucoup plus homogène dans l'espace qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Et c'était essentiellement dû au fait que les Français habitaient vraiment au plus près de leur force de travail qui était liée à la terre. Donc en 2020, on a 67 millions d'habitants en France et on a moins d'un quart de cette population qui vit dans une commune de moins de 2000 habitants. Donc on voit bien qu'en 150 ans, on a une population qui a presque doublé. Et cette croissance démographique, elle s'est vraiment polarisée dans l'espace, puisque les trois quarts de la hausse de population enregistrée s'est concentrée sur seulement 5% de la superficie du pays. Donc ce qui nous conduit bien évidemment aux densités actuelles qui sont décriées. Donc les aspirations, en tous les cas, d'une partie des Français semblent vraiment évoluer. Et on a une pression foncière sur le marché de l'immobilier résidentiel qui est un fait avéré, hein, sur une partie des petites et moyennes agglomérations. Mais il faut quand même garder mesure et faire attention à la surinterprétation des statistiques qui sont encore parcellaires. Et on ne peut pas aujourd'hui parler de démétropolisation alors que les départs de Lyon, Marseille ou Toulouse se font encore majoritairement pour leurs grandes banlieues au sein des mêmes bassins de vie finalement. Donc des mobilités interdépartementales et interrégionales sont en légère hausse, c'est vrai, mais elles restent encore marginales. Bien sûr, et donc est-il souhaitable de dédensifier les villes? Alors, d'identifier sérieusement les villes, ça veut aussi dire songer à urbaniser les campagnes et donc à artificialiser des espaces naturels fragiles et qui sont protégés aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour garantir un accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation, hein, dans un modèle d'habitat qui serait dispersé, il faut prévoir de développer des réseaux numériques et énergétiques, routiers, pour pouvoir assurer bien sûr la connexion entre ces espaces et donc potentiellement aussi augmenter les déplacements en voiture et les prix finalement dans ces espaces nouveaux. Et ça pourrait également engendrer une forme de gentrification rurale qui s'exprime déjà dans les campagnes les plus attractives. Donc attention finalement à ce que les conséquences d'un déménagement territorial de cette sorte pourraient même se traduire par un nouvel engouement pour les villes dans une sorte finalement de cercle vicieux. Donc je pense que ville et campagne sont vraiment profondément reliés et c'est une réalité finalement qui est deux facettes sur un même modèle territorial. Et en temps de crise sanitaire comme nous le vivons, hein, c'est vrai depuis le début de l'année 2020, la ville peut avoir effectivement un effet repoussoir et la campagne constituer plutôt une sorte de refuge dans l'imaginaire collectif. Mais il ne faudrait pas pouvoir répondre à une fracture par une nouvelle fracture et il faudrait pouvoir plutôt améliorer les interactions spatiales bien sûr entre les deux. Donc on le sait, les Français sont vraiment attachés au monde rural et on voit bien finalement que l'attractivité retrouvée de certaines campagnes depuis 20 ans n'a pour autant pas remis en cause la dynamique urbaine dont nous avons aussi bien sûr besoin. Et justement, en parlant de dynamique urbaine, l'urbanisation a-t-elle ses limites? Mais oui, bien sûr, c'est vrai que les enjeux ne sont pas tant liés finalement à la densité des villes qu'à la qualité des espaces. Et c'est vrai hein, que ça doit passer par une déminéralisation des espaces pour redonner une place à la nature, favoriser la biodiversité et puis réduire bien sûr les îlots de chaleur en ville. Mais il y a également un enjeu vraiment très fort sur les mobilités, car on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment pouvoir connecter tous les espaces de vie, à la fois le travail, le loisir, l'habitat, et bien sûr pouvoir accroître le bien-être des populations. Donc c'est vrai que sur ce dernier point, les villes moyennes ont une vraie opportunité à saisir parce qu'elles peuvent offrir justement en proximité à la fois les ressources résidentielles, productives et récréatives. Donc aujourd'hui, il faut vraiment réussir à faire émerger de nouveaux modèles d'aménagement et sortir de l'étalement urbain dit en tâche d'huile, hein, comme on le connaît aujourd'hui, avec une périurbanisation qui est parfois assez anarchique. Et c'est vrai qu'il y a des dispositifs tels que Action Cœur de Ville ou bien les opérations de revitalisation du territoire, ce qu'on appelle les ORT, qui peuvent vraiment apporter des réponses pour limiter l'artificialisation des sols et renforcer clairement les villes-centres. Sur une grande métropole, il y a une vraie question également à se poser pour savoir si ce n'est pas plus judicieux de favoriser des déménagements finalement dans des bourgs qui seraient à équidistance du bassin d'emploi, avec la mise en place bien sûr de parkings relais et de tiers-lieux hein, pour le télétravail, pour limiter les mouvements pendulaires, plutôt que de créer des pavillons, des écoles, des routes supplémentaires en troisième couronne. Donc on le voit aujourd'hui, il y a des réflexions qui se multiplient pour sortir de la compétition entre les territoires et pour instaurer justement plus de coopération. Peut-on parler d'une revanche des villes moyennes? Alors il y a une vraie mue qui est en cours, mais qui doit nécessairement s'accompagner de moyens d'ingénierie et d'enveloppes budgétaires hein, pour accompagner ces villes dites intermédiaires dans leur transformation. Et ça peut se faire vraiment qu'avec une vraie volonté politique, du soutien de l'État bien sûr, de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, ou encore de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce qu'on commence à observer par exemple, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs privés et de promoteurs qui commencent à répondre à des appels à projets dans des petites et moyennes villes, en centre-ville, sur du patrimoine ancien à rénover, avec la règle bien sûr du zéro artificialisation nette qui s'applique. Et ça va dans le bon sens,
en réhabilitant plutôt qu'en construisant à tout va. Donc on voit également l'État qui commence à changer son fusil d'épaule après 20 ans de restructuration des services publics, où on a vu vraiment des centaines de casernes militaires, des gares, des hôpitaux, des tribunaux qui ont été fermés. Aujourd'hui, il y a une vraie démarche qui est en cours pour déconcentrer notamment 6000 agents administratifs et leurs familles dans les villes moyennes. Le souci principal de nombreuses villes moyennes, c'est bien souvent les transports et la mobilité, bien sûr, avec des liens de déplacement vers les grandes agglomérations qui sont à tisser. Et c'est également parfois des déserts médicaux, ou alors encore un manque flagrant de possibilités quant à l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment des lacunes qui sont à combler pour ces villes moyennes. Ce qui est également intéressant derrière ces migrations intérieures, c'est un autre rapport à l'écologie qui se dessine. On a de plus en plus de personnes qui se questionnent sur leurs propres besoins, qui affirment vouloir s'entraider davantage et se chauffer et se loger autrement, qui souhaitent également pouvoir produire une partie de leur alimentation pour pouvoir être moins dépendants des supermarchés par exemple, mais également de la centralisation énergétique et des grandes filières du BTP. Donc c'est vrai que vouloir retrouver de la mesure implique clairement la question de la taille de la ville dans laquelle ces personnes souhaitent vivre. Et clairement, des villes moyennes de 30 000 à 50 000 habitants sont beaucoup plus adaptées pour répondre à ce mode de vie. Merci Claire. Et finalement, comment ces mouvements de population se traduisent sur les services offerts et de fait sur le patrimoine d'actifs immobiliers des collectivités? Est-ce qu'il n'y a finalement pas un risque pour ces villes moyennes de voir leur équilibre interne bouleversé? Oui, en effet, il y a un véritable enjeu pour les collectivités qui sont attractives aujourd'hui de ne pas rater la cible et finalement d'attirer des citadins qui n'auraient pas forcément les compétences qui sont convoitées par leurs entreprises locales et qui participeraient de fait à un étalement urbain et aux bouchons qui sont justement décriés dans les grandes métropoles. Donc l'enjeu des villes moyennes dans leur conquête de nouveaux habitants, c'est aussi de pouvoir adapter en temps réel leur offre de services pour offrir vraiment la meilleure adéquation possible entre les besoins et les moyens. Donc il faut savoir répondre à un savant équilibre entre densité de population, polarité des services offerts, que ce soit dans le domaine sportif, culturel, médico-social, scolaire par exemple, une présence également d'antennes universitaires et puis bien sûr un joli cadre de vie et une bonne qualité des espaces publics. Les villes moyennes vont vraiment devoir faire preuve de souplesse et d'adaptabilité et prendre le temps justement de cette réflexion sur les meilleurs projets de territoire et sur les stratégies aussi d'attractivité économique ou résidentielle à mettre en œuvre. Donc un des outils qui est à leur disposition, c'est de se doter bien sûr d'un schéma directeur immobilier à leur image. C'est vraiment un outil qui est puissant, qui permet d'approfondir vraiment la connaissance de leur patrimoine pour pouvoir adapter au mieux leur offre de services aux besoins bien sûr de leurs usagers, qu'ils soient actuels ou futurs, et de maîtriser et monitorer surtout dans le temps les investissements à consentir pour pouvoir vraiment faire évoluer leur patrimoine. Donc c'est vrai qu'un schéma directeur immobilier, ça agit également comme un facilitateur de communication auprès des différentes parties prenantes et ça permet vraiment de fédérer autour d'un projet commun de développement de la commune, ce qui apparaît aujourd'hui vraiment comme un préalable nécessaire pour anticiper donc un afflux de nouveaux habitants et pouvoir ancrer dans le temps une attractivité nouvelle. Très bien, merci beaucoup Claire pour l'ensemble de ces informations sur les mouvements géographiques en cours. Sachez que pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, TB Maestro peut vous accompagner. Merci Perrine et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci et à bientôt sur les podcasts TB Maestro.